Ah! Bonsoir, monseigneur! Enfin, je veux dire, bonsoir, votre grandeur. Enfin, bref, votre grâce. Oh, monseigneur. Non, mais écoutez, mon ami, je ne suis qu'un homme, mais un homme affamé. Venez. Mais non. Non. Avec ça. Hein? T'as raison. Il faut que je fasse attention à ne pas trahir par mes gestes ma véritable identité. Ouais. Toi qui as servi ces incomptes, tu vas m'apprendre les usages de la bonne société. Vas-y, je t'écoute. Alors, pour commencer, il faut savoir qu'un vrai comte, surtout quand il est riche comme vous, ne doit jamais laisser apparaître sa faim. D'accord. Non. Mais quoi, de vin, on peut quand même se servir du vin, non? Oui, mais avec modération. Hein? Avec beaucoup de modération. De cette façon, très modérément. Et même avec une pointe de dédain, comme si c'était du vinaigre. Rire, on peut rire, non? Un vrai comte ne rit qu'avec discrétion, hein? Comme s'il toussait derrière un mouchoir. Les personnes de la haute société sont supposées trouver la vie ennuyeuse à mourir. Les imbéciles. Oh. Non. On prend sa serviette. Enfin, la pointe, le coin. Là, hein? Avec délicatesse, là. Bien. Bon. Alors écoute-moi, Bertuccio. On va tout reprendre depuis le début, hein? Et puis tu vas m'apprendre les bonnes manières. Me donner des leçons de maintien, d'attitude, de mœurs. Tu vas m'apprendre à être un imbécile, enfin, à faire semblant. Oh! Ah, Beauchamp, te voilà. La dernière édition, demandez la toute dernière. Tout sur le procès du jour. La mort pour Gervaise Rebuffet. Là, tu vas peut-être un peu vite, le réquisitoire de Villefort, c'est seulement pour cet après-midi. Il demandera la mort et il l'obtiendra. Comme toujours. Et demain, comme si de rien n'était, sa fille Valentine ira se montrer au bois, les rubans bleus flottant à son chapeau. Pourquoi pas? Elle est ravissante, mademoiselle de Villefort. Je l'ai croisée quelques fois sur la Canebière. C'était il y a longtemps quand elle venait en vacances chez sa grand-mère, madame de Saint-Méran. Albert, moi je meurs de faim. Est-ce que nous allons passer à table? Nous attendons le comte de Monte Cristo. Qui ça, dis-tu? Son Excellence, le comte de Monte Cristo. Mes amis, voici donc l'homme auquel je dois la vie. Il m'a à peine laissé le temps de le remercier. Ce que je suis heureux de pouvoir faire aujourd'hui enfin devant vous tous. Mais au fait, mon cher comte, vous m'avez jamais dit comment vous aviez réussi à m'arracher aux griffes de mes ravisseurs. J'ai négocié, vicomte. Qu'est-ce que je vous disais? Tout s'achète et se vend, même la vie d'un homme. Maximilien Morel, mon cher comte, qui nous arrive De Marseille, n'est-ce pas? Un monsieur, seriez-vous devin? Oh. Simplement, jeune homme, j'ai entendu prononcer votre nom par un ami à moi, Lord Villemort. Monsieur, si Lord Villemort est un de vos amis... Oh, ce Villemort n'est qu'une simple relation d'affaires. Il lui arrive quelquefois de me donner de bons conseils quant à la gestion de ma fortune, et comme elle est considérable, cela crée des liens. Et il est puant, ton Monte Cristo, il ne s'intéresse qu'à l'argent, quoi. Et tandis que mes serviteurs et moi les poursuivions en faisant de grands moulinets avec nos cimetères, les chameaux disparurent enfin derrière les dunes de sable. Nous n'avions plus qu'à retourner sous nos tentes ou sous le ciel du désert qui scintillait de millions d'étoiles. Nous nous partageâmes le plus délicieux méchoui qu'il me fût jamais donné de déguster. Quel étonnant conteur vous faites. Et que serait-il advenu de vous si ce terrible Cheikh El Hadjira vous avait capturé? Oh, je suppose qu'il m'aurait jeté en prison. Et c'est tout l'effet que ça vous fait. On voit bien, monsieur le comte, que vous ne savez pas ce que c'est que la prison. Parce que vous, monsieur, vous le savez. C'est-à-dire que pendant les fameuses journées de juillet, j'étais... Les journées de juillet? Excusez mon ignorance, mais
Je suis resté si longtemps hors de France. Ce sont ces 3 journées d'émeutes qui ont amené le roi Louis-Philippe sur le trône. Notre ami Beauchamp, qui avait courageusement pris parti dans son journal pour les émeutiers, a été arrêté. Comme un vulgaire malfaiteur, monsieur le comte. Je suis resté 3 jours en cellule. 3 jours et 3 nuits. Je vous laisse imaginer ce que j'ai pu endurer en 72 heures. Sans vouloir minimiser vos souffrances, mon cher Beauchamp, j'ai personnellement connu quelqu'un qui est resté plongé dans les ténèbres d'un cachot pendant 175 200 heures. Foutre Dieu. Racontez-nous ça, j'en ferai un article dans mon journal. Hein. Ah bah oui, racontez-nous ça. Ah oui, racontez-nous. Non, 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 vous êtes trop joyeux, trop insouciant pour comprendre ce qu'est le désespoir. Vous croyez cela? Et que dites-vous de 2 jeunes gens qui s'aiment et que l'on veut empêcher de s'aimer? Allons. Allons, allons. Je préfère vous conter l'histoire de 3 chameliers de Benghazi. Figurez-vous qu'un jour, je m'étais mis en tête d'acheter une chamelle blanche. Vous avez fait leur conquête. Je vous trouve incroyable, inouï, extraordinaire. Beauchamp lui-même, portant une langue de vipère, m'a prédit que sous peu, vous auriez tout Paris à vos pieds. Je suis très heureux de vous avoir fait honneur, Vicomte. À mon tour de vous demander la permission de me retirer. Certainement pas avant de vous avoir présenté à mes parents. Ils brûlent de vous témoigner leur gratitude. Ma mère, surtout. Vous avez parlé de moi à votre mère? Qu'a-t-elle dit? Qu'elle était impatiente de vous connaître. Moi aussi. Mon père est un passionné de course hippique. Ferez-vous courir à l'occasion du Jockey Club? C'est incontournable quand on veut briller à Paris. Franchement, Vicomte, je ne vois pas qui pourrait surpasser une bête aussi magnifique. Encore que... Encore que? Non, rien. Permettez-moi de vous présenter le comte de Monte Cristo. Monsieur de Monte Cristo, enfin vous. Je désespérais de jamais vous connaître, monsieur. Vous à qui nous devons... Mais rien du tout, madame. Ce que j'ai fait était bien peu de choses. N'importe qui à ma place. Approchez, monsieur. Approchez donc. Nous tirons le rideau à cause de la chaleur, mais je vais vous voir en pleine lumière. De grâce, madame, laissez ces rideaux. Ils sont très bien ainsi. La lumière trop vive me brûle les yeux. Je suis devenu une sorte d'oiseau de nuit. La réverbération du soleil sur le sable des déserts d'Arabie a quelque peu abîmé ma vue. Vous avez parcouru l'Orient? J'y ai vécu. Longtemps? Un peu plus de 20 ans. Pays envoûtant, n'est-ce pas? Oui, mais cruel. Vous avez raison. On y pratique des supplices d'un tel raffinement dans l'horreur. Remarquez en France aussi. Dieu merci, nous avons aboli la torture. Il existe d'autres moyens de faire souffrir un homme. Beaucoup moins violents, sans doute, mais d'autant plus atroces qu'on peut les prolonger durant des années. Eh bien, quelle conversation. Alors que nous sommes réunis pour nous réjouir. Monsieur de Monte Cristo, accepterez-vous une tasse de café? Ma chère amie, que vous arrive-t-il? Vous vous sentez mal, maman? Mon Dieu, comme vous êtes pâle tout à coup. Ah non, ce n'est rien. Une bouffée de chaleur. Cette fin d'été est étouffante. J'espère que vous avez élu votre domicile au bord de la Seine, monsieur de Monte Cristo. Le fleuve est tellement rafraîchissant. Du moins quand il ne nous emprunte pas de ses miasmes. En fait, c'est vrai, où résidez-vous? Dans l'hôtel de Monte Cristo. Mais sans doute, mais à quelle adresse? C'est une excellente adresse que j'ignore encore. Laissez, monsieur. De toute façon, je vais perdre, comme toujours. Je joue pour faire plaisir à Fernand. Vous n'aimez pas les échecs? Ma femme trouve que les parties n'en finissent pas. C'est assez vrai. Tenez, moi qui vous parle, j'en ai commencé une il y a 20 ans. Elle n'est toujours pas terminée? Elle va bientôt toucher à sa fin. De fait,
Mon adversaire est déjà échec et mat, mais il ne le sait pas encore. C'est le moment le plus jubilatoire de la partie. Oui, entrez! Un pli urgent pour le comte de Monte Cristo, de la part d'un certain signor Bertuccio. Oui, c'est mon intendant. Veuillez m'excuser. La plaine Monceau. Pardon? Eh bien, oui. Vous me demandiez mon adresse, la voici. J'habite la plaine Monceau. C'est presque déjà la campagne. La solitude. J'y suis habitué. Il ne tiendra qu'à vous, madame, d'adoucir cette solitude par une visite, de temps en temps. Cher monsieur, ne m'en veuillez pas si je prends congé, mais je dois me rendre au palais de justice. J'ai promis au procureur Villefort d'aller entendre son réquisitoire. Monsieur de Villefort, mais il n'est plus à Marseille. Ah non, il a été nommé à Paris, ça fait combien de temps, Mercedes? Presque 20 ans, mon ami. 20 ans déjà. Cela vous plairait-il de l'entendre? Je n'osais vous le demander. J'espère à présent, madame, que votre malaise est dissipé. Mon Dieu, oui, Oui. Et qui est cette Gervaise Rebuffet qu'on juge aujourd'hui? Une avorteuse. Mais qu'importe son crime. Vous savez, la justice, c'est un peu comme la corrida espagnole. Le taureau n'est là que pour faire valoir le torero. Pardon. Cette femme, que dis-je, cette femme? Car mérite-t-elle de porter encore le beau nom de femme, cette tueuse d'enfants? Vous ne pouvez pas dire ça. Le mot enfant est impropre. Je rappelle à la cour que la femme Rebuffet n'est pas accusée d'infanticide, mais d'être une faiseuse d'ange, oui. Une trop belle expression pour définir le plus diabolique de tous les crimes. Car, je vous le dis, Gervaise Rebuffet a tué des enfants. Et elle l'a fait de la plus horrible, de la plus répugnante des manières, puisqu'elle leur a donné la mort en allant les frapper dans le ventre même de leur mère. Ce temple de la vie qu'elle a profané. Cet asile sacré, entre tous les asiles, qu'elle a violé. Combien de fois avez-vous sauvagement anéanti ce qu'il y a, pour moi en tout cas, de plus cher au monde? Un enfant. Oh, peu importe d'ailleurs, ne serait-ce qu'une seule fois, ce serait encore une fois de trop. Toujours est-il que lorsque la lame de la guillotine vous frappera, Gervaise Rebuffet, elle ne fera pas de vous un ange, car votre place est en enfer. Si ça vous intéresse d'assister à l'exécution, je me fais fort de vous obtenir un laissez-passer. Malheureusement, il faut se lever tôt. Mais... Ce doit être grandiose de voir la justice dans ces heures. Cher ami, vous venez une fois de plus de faire honneur à votre réputation. On n'a pas eu forcément talent, vous savez, moi, dès qu'on touche à l'enfance. Son Excellence, le comte de Monte Cristo. Monsieur de Villefort, procureur du roi. Permettez-moi de vous abandonner un instant. Je dois me rendre au greffe, retirer un document pour une affaire où j'ai des intérêts. Mais je vous en prie, mon chef. Qui nettoie ici? Pardon? Ce prétoire, qui le nettoie, qui fait le ménage ici? Bah, mon Dieu, des femmes de charge, j'imagine. Pourquoi cette question, monsieur le comte? N'avez-vous pas remarqué combien l'accusé a pleuré? Oui. Pour attendrir les jurés. Mais ce stratagème n'aura servi à rien. N'importe. Je plains la personne qui devrait éponger toutes ces larmes. Vous savez, ça s'évapore très vite. Je l'ai bien, monsieur.
Le château d'If. Une des plus redoutables prisons du royaume. Quand j'étais à Marseille, j'ai quelque peu contribué à y envoyer les pensionnaires. Pourquoi avez-vous quitté Marseille? Vous ne vous y plaisiez pas? Question embarrassante, monsieur le comte. Mais puisque vous me la posez, j'oublie ma modestie et je vous réponds. J'ai bénéficié d'une promotion. Pour service rendu? Mais oui, naturellement. À qui? À qui? Mais à la justice, monsieur. À la cause de la justice. Qui d'autre voulez-vous que je serve? Ne m'en veuillez pas si je me montre indiscret. C'est la première fois que je me trouve en face d'un procureur. Et cela vous impressionne, c'est bien naturel. Cela m'intrigue. Vous qui infligez à vos semblables des peines à faire frémir, vous est-il jamais arrivé d'éprouver un doute? Un doute? Oui. Non. Et des remords? C'est à l'accusé d'avoir des remords, monsieur. Pas à moi. Donc jamais de remords? Jamais. Ce qui fait que vous n'avez aucune peur de comparaître devant le tribunal de Dieu pour y être jugé à votre tour. Eh bien... non. J'ai ma conscience pour moi. Remarquez, moi non plus. Je ne crains pas la mort. Sauf si, venant trop tôt, elle m'empêchait de mettre un terme au grand projet que je me suis juré d'accomplir. Un grand projet? Oh, cela vous amusera. Faire justice. Faire justice, vous? Moi. Et vous ne pouvez pas, monsieur. Ce serait un inextricable capharnaüm si n'importe qui se mettait en tête de rendre la justice. Non pas que vous soyez n'importe qui, naturellement. Mais pour faire justice, il y a des magistrats. Oh, rassurez-vous. Je ne songeais pas me substituer à la justice des hommes. Mais il n'y en a pas d'autres. Mais si. Monsieur le procureur, mais si. Celle que nous évoquions à l'instant. La justice de Dieu. Pardonnez-moi. Ma fille Valentine, monsieur le comte de Monte Cristo. Bien, ma chère enfant, que me vaut le bonheur de cette visite surprise? C'est que, mon cher père, je viens d'apprendre une nouvelle si inattendue que... je ne sais pas si... Oh, tu peux parler devant monsieur de Monte Cristo. Il m'annonçait à l'instant qu'il entendait prendre la place de Dieu. Et comme Dieu sait déjà tout, rien de ce que tu diras ne pourra étonner monsieur le comte. Est-il exact que monsieur Franz d'Épinay, qui devait servir encore toute une année comme officier de Spahis en Algérie, sera bientôt de retour à Paris? Il est un fait que j'ai mis à contribution certaines relations bien placées pour obtenir son retour anticipé. Ainsi, monsieur, vous êtes le premier à savoir que ma fille Valentine et le jeune vicomte Franz d'Épinay seront bientôt engagés l'un envers l'autre. Je ne voudrais pas que ma présence empêche mademoiselle de Villefort de donner libre cours à sa joie. Veuillez m'excuser auprès du comte de Morcerf. Mais décidément, on vous trouve partout. Mais que diable venez-vous faire ici, mon petit Morel? À votre âge, on fréquente plus volontiers les cabarets que les palais de justice. Auriez-vous des ennuis? Du tout, monsieur. Du tout. Serviteur, monsieur le comte. Qu'est-ce qui se passe? Le pire qui puisse nous arriver, Franz d'Épinay revient d'Algérie. Va-t'en, va-t'en. Faites attention! Monsieur le procureur, je vous en supplie, je n'ai que lui. Ne me le tuez pas. Grâce pour lui, monsieur, grâce! Qu'est-ce qu'elle voulait? La grâce pour son fils qu'on guillotine demain.
Mais tu vas tout de même pas t'attrister pour ça. Hein? Sois le bienvenu chez toi, Seigneur. Tu seras satisfait, ta nouvelle maison est belle. Bertuccio a bien travaillé. Toi et tes hommes, vous êtes bien installés? Ne t'inquiète pas pour nous. Non, mais je t'ai fait venir de loin, Muhammad. Je ne veux pas que tu le regrettes. Ne t'inquiète pas pour nous, il n'y a que le petit Hassan qui est triste. Pourquoi est-il triste? Parce qu'ici, il ne voit pas la mer. Dès demain, tu recruteras des terrassiers et leur feras creuser un bassin. Je veux qu'il soit le plus vaste possible. Que les papyrus y poussent sur les berges, comme ceux que nous avons admirés à Alexandrie. Que son eau soit bleue et peuplée de poissons. On a l'impression de lire la Bible, et Dieu créa la terre et l'eau. C'est pour le petit Assam que j'essaye d'être Dieu. La mer lui manque. Oui, il est certain que c'est autre chose qu'à Marseille, hein, monsieur le comte. Vous disposez ici de plus d'une trentaine de pièces. Aux cuisines, vous possédez un chef, un maître saucier, un pâtissier, et 7 marmitons, hein? Prends note. Mes gens jouiront d'1 jour de congé par semaine. Un jour entier? Mais c'est beaucoup trop. À Paris, l'usage veut que les domestiques... Cette maison est ma maison et mes gens y vivront selon ma loi. Oui, mais ça va surprendre. Je l'espère bien. C'est pour surprendre, étonner, stupéfier, fasciner et finalement confondre que je suis venu à Paris. Ferme la porte. Enfin, Bertuccio, tu sais bien qui je suis. Si vous voulez que je le sache, alors oui, je le sais. Mais si vous préférez que je ne le sache pas, alors je ne le sais pas. Prononce mon nom, Bertuccio. Mon vrai nom. Il y a si longtemps que je ne l'ai pas entendu. Vous êtes sûr? Vous n'allez pas le regretter? Je t'en prie. Dis-le-moi. Capitaine Edmond Dantès, je suis à vos ordres. Capitaine Edmond Dantès. Comme c'est bon à entendre. Bon oui, mais vraiment dangereux. Si quelqu'un vous reconnaissait. Impossible. Le masque est parfait. Villefort lui-même ne m'a pas reconnu. D'accord, votre physique a changé, mais il y a votre voix. N'ayant pas écouté les cris d'innocence d'Edmond Dantès, Villefort ne risquait évidemment pas de reconnaître la voix de Monte Cristo. D'accord pour Villefort. Mais elle? Elle? Elle, monsieur le comte, elle. L'ancienne promise du capitaine Dantès. Mercedes est toujours aussi belle. Davantage, peut-être. J'ai entendu dire ça. La souffrance, parfois, ça vous embellit. A-t-elle seulement souffert, même un tout petit peu? Comme elle semble à l'aise dans cette existence, brillante, à laquelle pourtant elle n'est pas destinée. Si tu l'avais vue courir dans la garrigue, les pieds nus, les cheveux défaits. Une vraie sauvageonne. Où est-il passé le soleil des garrigues? Comme elle est sombre à présent la nuit sur Paris. Oui, mais leurs étoiles ici, ce sont les lustres des théâtres, les lumières des brasseries, les fiacres qui illuminent les ruelles. Bertuccio. Il me faut une femme. Vous voulez que je vous trouve une femme, moi? Oui, une femme que j'emmènerai rire dans les théâtres, souper dans les brasseries, à qui je prendrai la main pour l'aider à monter dans les fiacres. C'est toi qui viens de m'en donner l'idée, sinon l'envie. Je parle trop, je sais bien. C'est un défaut typiquement italien. Mais est-ce qu'une jolie femme ne fait pas immanquablement partie de la panoplie d'un riche étranger en villégiature à Paris? Serais-je crédible sans femme à mes côtés? Oh, mais je ne connais pas du tout vos goûts. Écoute, la seule chose que j'exige, que rien chez elle ne me rappelle Mercedes de Morcerf.
nous faut une blonde, donc. Et plutôt le genre petite poupée que sauvage. Ses yeux seront bleus, même avec une pointe d'accent, mais surtout pas espagnol. Et pour finir, elle ne doit pas être comtesse. Bonjour. Belle journée, hein. Je m'appelle Bertuccio. On peut parler un peu? De quoi? Je crois avoir trouvé là un modèle vraiment intéressant. Un modèle? La baronne Caroline de Jouy-Maubert? C'est Madame la baronne que tu appelles un modèle? En plus, elle est baronne, mais c'est parfait. Parce que si elle avait été comtesse, elle n'aurait pas fait l'affaire. Mais baronne, ça me convient tout à fait. Oui, mais c'est ma patronne, mauvais drôle. Espèce d'infection. Descends, descends, allez! Arrête, tu vas épouvanter les chevaux, ça suffit. Mes hommages, Madame la baronne, et surtout tous mes regrets. Dommage, Madame la baronne aurait été parfaite, vraiment, vraiment, vraiment parfaite. Mais mon cher baron, comment vous, un grand banquier, pouvez-vous être aussi timoré? Car enfin quoi, Danglars? Le chemin de fer, c'est l'avenir, tout le monde vous le dira. Monsieur Arago dit le contraire. Et Monsieur Arago est le plus grand physicien de son époque. Et qu'est-ce qu'il dit, lui, Monsieur Arago? Que lorsque vos chemins de fer s'engouffreront dans un tunnel à la vitesse inouïe de 30 km à l'heure, les malheureux voyageurs périront étouffés sous l'effet d'une pression insupportable. Alors je regrette, mais je n'ai pas fondé la banque Danglars pour me rendre complice de pareilles atrocités. Je me vante d'être un homme honnête, scrupuleux et responsable. Moi, messieurs. Qui vous parle de faire rouler les chemins de fer à une vitesse aussi folle? Les 17 km à l'heure qu'ils atteignent actuellement. Et en descente, Danglars. Uniquement en descente. Ne voyez-vous pas que je suis en réunion? Monsieur le baron, ce monsieur prétend qu'il serait inconvenant de le faire attendre plus de 10 minutes. Ne peut foutre Dieu qu'il s'en aille. Comte de Monte Cristo. Jamais entendu parler cet oiseau-là, moi. Moi, si. D'après ce que je sais, il s'agirait d'un aristocrate italien ou quelque chose comme ça. Arrivé récemment à Paris. Je vois, encore un de ces locteux. De ces pauvres airs d'immigrés. Napoléon voulait envahir l'Europe, résultat, maintenant c'est nous qui sommes envahis. Erreur, baron. La fortune de ce Monte Cristo est réputée pour être colossale. Absolument colossale. Et il aurait l'intention d'en confier la gestion à la banque Danglars, vous croyez? Ben alors ça change tout. Messieurs, vous voudrez bien m'excuser, nous reprenons plus tard. Je crois que nous allons au-devant des figures. Car vous pensez bien que votre réputation est parvenue jusqu'à moi. Et que c'est un honneur et un plaisir pour notre banque que de vous y accueillir. Et maintenant les affaires. Voyons, monsieur le comte, quelle somme envisagez-vous de nous confier? Aucune somme, monsieur. Aucune somme? Je ne vous apporte pas d'argent, monsieur le baron, mais je viens vous en demander. À moi? Eh bien, ma foi, oui, n'êtes-vous point banquier? Je s'y fais, monsieur. J'ai là une lettre d'avis de la maison Thompson & French qui m'ouvre un crédit illimité sur votre banque. Tenez, lisez plutôt. Un crédit illimité? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Crédit illimité? C'est assez clair, il me semble. Cela signifie que pendant mon séjour à Paris, lequel est prévu pour durer environ 1 an, je pourrai retirer de chez vous autant d'argent que je voudrais. On n'a jamais eu une chose pareille. Il faut croire que Thompson & French, en m'introduisant chez vous, faisait toute confiance aux répondants de votre établissement. Mais maintenant, monsieur, si la banque Danglars n'a pas la capacité suffisante pour honorer ce crédit, eh bien, j'en aviserai Thompson & French et je m'adresserai pour mon affaire à une autre banque. Non, attendez, ne vous emballez pas. Il n'est pas question pour nous de mécontenter Thompson & French, qui est un de nos plus gros correspondants en Europe. Mais enfin, ce mot, illimité, eh bien, voyons tout de même, de combien croyez-vous avoir besoin? Comme ça, là, tout de suite, je dirais... Je saurais me montrer large. 1 million? 1 million? Oui, c'est une somme considérable, mais puisque vous êtes couvert par Thompson & French... 1 million? Ne me remerciez pas, c'est énorme, je sais, mais la banque Danglars est de fondation récente et nous avons besoin de soigner notre réputation. 6.
justice, quoi? 6 millions. Vous voulez 6 millions de francs? Pour commencer. 6 millions. Dont 500 000 francs à mettre immédiatement à ma disposition. Moitié en or, moitié en billets. 500 000? Là, comme ça, tout de suite? Monsieur, de même que les mots crédit illimité ont un sens, le mot immédiatement en a un, lui aussi. Vous recevez un des hommes apparemment les plus riches du monde. Et loin de l'amener à remplir vos coffres, vous le laissez les vider. Vous allez faire rire de vous. Vous n'entendez rien à la haute finance, ma bonne amie. Je sais. Pour vous, je ne suis bonne à rien. Pas même à vous donner un fils. Vous me l'avez assez reproché. Je ne vous ai jamais demandé un fils. Un enfant m'aurait comblé, fille ou garçon. Ne soyez pas hypocrite. Je sais très bien que vous vouliez un fils pour vous succéder. C'est normal que je sois un peu triste en pensant que la banque Danglars, après moi, passera dans des mains étrangères. Rassurez-vous, le jeune Morcerf la rachètera à votre banque. Son père est assez riche pour lui offrir ce joujou. Et les Morcerf, ce ne sont pas tout à fait des mains étrangères. Que voulez-vous dire? Qu'il est toujours commode pour un banquier d'avoir un pair de France dans sa manche. Un pair de France avec qui on a fait les 400 coups à Marseille. Quels 400 coups? Quels 400 coups? Venez donc vous coucher, Hermine. Nous devons nous montrer au Jockey Club demain. Votre fameux Monte Cristo y sera? J'imagine que oui. Oui. Il fait courir? Ah, je lui ai remis ces 6 millions ce tantôt. D'ici demain, ça me paraît un peu juste, hein, pour acheter un pur sang, l'entraîner, engager un jockey. Non, Monte Cristo est riche, ça. Il n'est pas Dieu. C'est votre fameux abbé Faria qui vous a enseigné la chimie? Avec d'autant plus de mérite que là-bas, nous n'avions aucun moyen de vérifier l'exactitude de nos formules. Notre laboratoire était là-dedans. Et qu'est-ce que vous comptez faire avec tout ça? Pour commencer, ridiculiser le comte de Morcerf en lui soufflant la victoire au prix du Jockey Club. Avec quel cheval? Noiraud. Noiraud? Oui, que tu vas inscrire sous le nom de Pharaon. Ouais, c'est pas en changeant le nom d'un cheval qu'on le fera courir plus vite. Noiraud est une bonne bête, je sais bien, mais c'est une vieille carne. Au bout de 10 mètres, il s'écroulera. Tu verseras le contenu de cette éprouvette dans son abreuvoir. C'est quoi, une espèce de reconstituant? Tu as entre les mains l'élixir capable de transformer une simple étincelle en une brillante étoile. C'est enfin à qui appartient ce pharaon? Un Anglais, monsieur. Un certain Lord Villemort. Tu l'as vu? De quoi il est? D'après ce que j'ai appris, il n'était même pas présent sur le champ de course. Admirable. Me faire battre par un Anglais fantôme qui fait courir un cheval qui a plus l'air d'un squelette de cheval que d'un cheval. Mais monsieur le comte, c'est pas la faute de votre cheval. Je suis navrée pour toi, Fernand. Je sais les prix que tu as attachés à cette course. Mais il n'y a pas que moi. Notre ami Danglars avait misé 3000 francs sur mon cheval. Villefort aussi avait parié sur mes couleurs. J'ai été ridiculisé. Bon, toi, arrête le ponçage. Demain, je le fais abattre. Mais, monsieur le comte... Eh ben, c'est comme ça. Se faire battre par un cheval qui, de toute évidence, n'est qu'une carne, Janina ne vaut pas l'avoine qu'il me coûte. Tu le conduiras demain à l'abattoir. Monsieur, ce n'est pas juste. Ce n'est pas votre cheval qui a mal couru, c'est l'autre qui était meilleur. Si tu ne m'en débarrasses pas, je l'abattrai moi-même. Faites atteler mon coupé, je sors. Mais où vas-tu? Comment tu sors? Mais il va être l'heure de passer à table. Tu m'as coupé l'appétit. C'est incroyable. C'est bien ici qu'on s'arrête, madame la comtesse? Oui.
conduire, madame la comtesse? Où vous voudrez, ça m'est égal. Mais roulez vite. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a ce soir, on étouffe. Certes, la comtesse de Morcerf est vraiment une belle femme. Hein. Oui. Intervenu pour faire rentrer Franz d'Épinay à Paris avant le terme de son engagement en Algérie, c'est évidemment pour précipiter votre mariage avec lui. Soyez confiant, Maximilien, ce mariage n'aura pas lieu. C'est vous que j'épouserai. Votre père n'y consentira pas. Il a des ambitions pour vous et moi je suis trop pauvre pour ces ambitions-là. Pauvre? Mais vous n'êtes pas si pauvre. N'êtes-vous pas armateur? N'avez-vous pas des bateaux? La malchance s'est abattue sur notre maison. Les embarcations sont englouties les unes après les autres. Des bateaux, j'en ai plus qu'un. Enfin. Eh bien, achetez-en d'autres. Avec quel argent? J'étais tout à l'heure chez le baron Danglars pour l'entretien de mon projet. Oublions Danglars. Nous avons un allié, mon grand-père. Épinay, pour lui, est un nom maudit. Il fera tout pour que je ne m'appelle jamais Valentine Épinay. Mais que peut-il faire, Valentine? Votre tendresse pour M. Noirtier de Villefort vous fait oublier l'état dans lequel il est depuis son embolie. Il est paralysé, privé de l'usage de sa parole. Et il réussit fort bien à se faire comprendre en clignant des yeux. Non, mon dernier atout, c'est le comte de Monte Cristo. Il est richissime et on le dit généreux. Je ne sais pas pourquoi, je crois qu'il m'aime bien. Peut-être me prêtera-t-il l'argent dont j'ai besoin. Pas lui. Il se pourrait que sa fortune, justement, soit trop insolente pour être tout à fait honnête. En tout cas, mon père a demandé à la sûreté de mener une enquête. Soyez prudent, Maximilien. N'allez pas vous compromettre avec un homme qui pourrait être appréhendé d'un jour à l'autre. Oui. Remarquez, dans un genre différent, il faut dire que Madame de la Richardet n'est pas mal non plus. Mais qui est Madame de la Richardet? Vous m'aviez donné une mission, hein, de vous trouver une... Oui, une maîtresse. Appelons les choses par leur nom. Disons donc que votre future maîtresse, enfin quand je dis future maîtresse, je veux dire éventuelle future maîtresse, a 31 ans et s'appelle Camille de la Richardet. Elle est blonde. Et sa vertu est immense. Tu sais, la vertu des femmes. Non, cette femme est éperdument fidèle. Alors dans ce cas, qu'allons-nous faire de son mari? Non, mais c'est à la mémoire de son mari qu'elle est fidèle. Madame Camille de la Richardet, veuve. Ah bon? À 31 ans, déjà? Un duel qui a mal tourné. Cette femme est un ange, elle vit cloîtrée dans sa maison d'Auteuil. Elle ne sort que le vendredi pour se rendre à la confesse. Eh bien, voyons le tournange. Dominus vobiscum, cher confrère. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Par la porte qui était ouverte ainsi qu'il sied à la maison de Dieu. Ah oui. En fait, elle est ouverte parce que j'attends quelqu'un. Une pénitente. Votre pénitente de vendredi, Madame de la Richardet. Mais comment le savez-vous? Je suis son oncle. Vous? La chère enfant a un oncle prêtre? Jésuite. Par exemple? Permettez-moi de vous remplacer pour l'entendre en confession. Vous m'arrangeriez bien. D'autant qu'on ne sait jamais à quelle heure votre chère nièce viendra se réconcilier avec le Seigneur. Et moi, avec mes rhumatismes et ma fluxion, obligé de l'attendre dans cette église humide. Alors c'est dit, regagnez votre presbytère. Vous y serez si bien à lire votre bréviaire au coin du feu. Merci, mon cher confrère, merci. Si vous avez peur de vous ennuyer en attendant votre nièce, vous trouverez ici un peu de lecture. Je ne sais plus où entreposer mes livres. Je vous recommande particulièrement cette monographie que j'ai écrite sur le sanglier Varaha dans la tradition hindoue en fonction de ses origines hyperboréennes. C'est amusant, vous verrez.
Je vois que vous avez aussi toute une collection du journal Le Messager. Je consulterai volontiers l'année 1815. Ah oui, c'est l'année de mon ordination. Le mystère concernant l'assassinat à Paris du général d'Épinay. Les soupçons qui ont pu être confirmés s'étaient d'abord portés sur le sieur Noirtier habitant rue du Coquéron, dont les convictions bonapartistes sont connues pour s'opposer à celles du général d'Épinay. Ce dernier, on le sait, avait fait le serment d'empêcher par tous les moyens l'ex-empereur Napoléon de remettre jamais le pied en France. Mon Dieu. Faria avait raison, c'était bien ça, la lettre de l'île d'Elbe. Villefort a cru que j'avais lu cette lettre. En me jetant en prison, il faisait d'une pierre deux coups. Protéger son père et il rendait un service à la monarchie. Service qui apparemment lui a été fort bien payé. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai beaucoup péché. Vous n'êtes pas la seule. Mes respects, monsieur le procureur. Alors, Beauville, elle avance votre petite enquête? Prudemment, monsieur le procureur. Il s'agit de ne pas éveiller les soupçons de ce Monte Cristo. Je m'emploie d'abord à recueillir sur lui un maximum d'informations. Auprès de qui? Mes agents ont pu identifier un homme qui semble le connaître assez bien. Un prêtre jésuite du nom de Busoni. Il habite derrière Saint-Sulpice. Je le verrai ce soir même. Un prêtre. Prudence avec les prêtres. Le procureur du roi n'a que le roi comme patron. Les prêtres, eux, ont Dieu. Aujourd'hui, monsieur, tout le monde sait bien que Dieu n'est qu'unité. Méfions-nous tout de même de n'être pas un jour attrapés par nos idées, Beauville. Allez. Vous allez me refuser l'absolution, n'est-ce pas, mon père? Oh, je sais bien. Ce péché de gourmandise que je commets chaque nuit dans mes rêves, c'est abominable. Mais je ne peux pas résister. Mais ce n'est pas un péché, madame. Vous aimez les gigots, vous adorez les giblottes, l'anguille au vert vous fait fondre. Vous n'avez jamais su résister à une bonne douzaine d'huîtres de Zélande. Vous sanglotez de bonheur devant une andouillette bien grillée, vous raffolez de clafoutis à la cerise, et alors? Pour qui diable, si j'ose dire, prenez-vous Dieu? Cessez donc de penser que Dieu est un rabat-joie. Un créateur qui a mis tant de beauté dans le monde ne peut pas être quelqu'un de lugubre et d'étriqué. Il s'intéresse à votre âme, soit, mais ce que vous enfournez dans votre bouche lui est complètement égal à Dieu. D'autant plus qu'elle est bien jolie, votre bouche, madame. Oh, mon père! Et honte de vous importuner. Comprenez bien, monsieur le comte, que je ne suis pas venu quémander de l'argent. Non, tout ce que j'attends de vous, c'est une intervention auprès du baron Danglars pour que celui-ci consente à revoir sa position. Il la reverra, mon garçon. Je vous assure qu'il la reverra. Nous allons lui en faire voir et revoir des choses à ce cher monsieur Danglars. Il est tard, monsieur. Vous devez vous préparer. Pardon, je vous laisse. J'oubliais que pour vous, chaque soir est une fête. Quelle belle vie que la vôtre. Où allez-vous encore briller ce soir? À l'opéra? Aux Italiens? Ce soir, je joue. Alors ça, pour jouer, vous allez jouer gros et cher. Mais si Beauville vous arrêtait? Pour m'arrêter, il faudrait qu'il sache qui je suis. Oui, mais si vous reconnaissez. Parce qu'il a été un temps dans les prisons et qu'il a quelquefois inspecté le château d'If. Si Mercedes ne l'a pas reconnu, Beauville ne fera pas mieux. Une femme amoureuse, c'est une chose. Un policier, c'en est une autre. De quelle femme amoureuse parles-tu? Si Mercedes avait aimé Edmond Dantès, elle n'aurait jamais épousé Fernand. Donc, vous voulez savoir qui est le comte de Monte Cristo? Qui est-il vraiment? J'ai tenté, mon père.
Sachez vous-même. Le comte est un de mes pénitents. Intéressant. Extrêmement intéressant. Seulement voilà, je suis lié par le secret de la confession. Ennuyeux. Très ennuyeux. Je puis tout de même vous faire une petite révélation. Ah, excellent, excellent. Un seul mot suffira, monsieur. Cet homme est le diable. Comment l'entendez-vous? Comme vous. C'est que je n'y crois pas trop, moi, au diable. Je ne vous choque pas, au moins. Non, mais vous me surprenez. Je croyais que vous l'aviez rencontré. Le diable? Non, les damnés, en tout cas. N'êtes-vous donc jamais descendu en enfer, monsieur de Beauville? Quand vous faisiez votre tournée des prisons, par exemple, vous ne vous souvenez pas des cris, des gémissements, des plaintes, des hurlements de détresse? Seriez-vous comme tant d'autres? Auriez-vous la mémoire courte? Mais vous... Comment savez-vous ces choses? J'ai été l'un de ces damnés. Votre nom? Je suis l'abbé Faria. Faria, ça me dit quelque chose. Le château d'If, Beauville. Il vous faudra payer pour le château d'If, pour votre indifférence à la souffrance. Un jour, il vous faudra payer. Pas à moi, mais à Dieu. Dieu n'existe pas. Je suis sûr qu'il n'existe pas. Oui? Madame est servie. Qu'est-ce qu'il y a ce soir au menu? Nous avions prévu une crème au cresson, suivie d'une petite fricassée de perdreaux au chou et d'une compote à la rhubarbe. Mais au prix où sont les perdreaux sur le marché d'Auteuil, Madame devra se contenter du cresson et de la rhubarbe. Eh bien, je ferai comme si nous étions en carême, voilà tout. Le comte de Monte Cristo, madame, vous supplie de lui pardonner la manière extraordinairement audacieuse de se présenter à vous. Mais depuis qu'il est à Paris, il ne se passe pas un jour sans qu'il n'entende parler de vous. Et désespérant de ne jamais vous croiser à l'opéra, aux Italiens, ou bien chez Sa Majesté le Roi. Mais comment me montrer, monsieur? La mort de mon mari m'a plongée dans le dénuement. J'ai dû vendre tous mes bijoux, toutes mes toilettes. Toujours est-il que le malheureux comte de Monte Cristo ne tolérant plus de ne jamais vous connaître, s'est résolu à faire ce qu'il a si souvent vu pratiquer en Orient, où pour approcher une personne réputée inaccessible, on transporte son caravansérail jusque devant sa porte. Mon caravansérail, madame, dont vous aurez la bonté d'excuser l'indigence. En vérité, monsieur, je n'y comprends rien du tout, mais... puisque toutes ces bonnes choses n'attendent que nous, voulez-vous que nous passions à table? Sophie, tu nous serviras. Laissez, madame. J'ai pensé aussi au service. Oh, ça, qu'est-ce que c'est? Oh, je pourrais le dégoûter. Oh, et donnez-moi un petit peu de cette chose noire, là, dans la coupe en métal. Du caviar, madame, et la coupe est en vermeil. Et vous, monsieur, vous ne goûtez à rien? De prime abord, certaines saveurs sont parfois déconcertantes, mais dans l'ensemble, c'est absolument délicieux. Je vous dévore des yeux, madame, cela suffit à me combler. Dire que ce soir, je me voyais déjà condamnée au cresson et à la rhubarbe. Tout de même, je me demande pourquoi vous faites tout ça. Je vous l'ai déjà dit. Pour mieux vous connaître. Je suis bien trop pauvre pour être intéressante. Quand vous saurez qui je suis, vous allez être horriblement déçue.
Ma seule déception, madame, vient de ce que vous n'ayez pas encore repéré les ortolans. Bertuccio! Bertuccio! Allez, Bertuccio, lève-toi. Allez. Mais il fait encore nuit noire. Lève-toi vite. La matinée va être chargée. Je veux que tu envoies à Auteuil le plus grand couturier de Paris, le coiffeur le plus inspiré, le bijoutier le plus prestigieux. Ne t'occupe pas de ce que ça coûtera. J'ouvre un crédit illimité. Monsieur. Oui. Est-ce que tout cela voudrait dire que le souper à Auteuil était à votre convenance? Exquis, Bertuccio. Il était exquis. Ah, et elle aussi était exquise. Allez, un peu d'air. Allez. Et le réseau du télégraphe Chap comporte actuellement plus de 534 stations, tours, pigeonniers et vieux donjons ou clochers d'église, permettant de relier entre elles 24 des principales grandes villes françaises. Comme vous le voyez, je suis chargé du dernier relais avant Paris. Ah, le progrès, quelle chose admirable. Vous devez être fier de travailler ici. Ben oui, sauf qu'il faut grimper là-haut. Un de ces jours, je me casserai les os. Sans compter qu'avec le vent d'hiver qui souffle en hurlant dans la tour, on a vite fait d'attraper un mal de poitrine. Oui, j'imagine volontiers, mais vous devez être rétribué en conséquence. Et combien gagnez-vous par an? 1000 francs, monsieur. Évidemment, je suis logé et comme vous le voyez, on m'a accordé un bout de terrain pour planter mes légumes. Mais 1000 francs, une misère. Et quand je pourrai plus monter dans la mécanique, de quoi je vais vivre? Je suppose que l'administration du télégraphe vous versera une pension. Parlons-en de leur pension. Et si je vous proposais 25 000 francs? C'est une fortune. Mais qu'est-ce que vous allez me demander en échange? D'envoyer une dépêche que je vous dicterai. Impossible, c'est interdit. Je ne peux passer un message que si je l'ai reçu d'un autre télégraphe. 30 000. 35 000. Allez. Plus de marche, plus de vent du Nord. C'était bien moral, au moins, la dépêche que vous voulez faire passer. Il s'agit de justice et pas de morale. Ah, les hommages, Madame Sévenet. Toujours contente d'avoir acheté la chapellerie de la rue de Lignancourt. Vous l'avez dit, moi, que c'était une bonne affaire. Ah tiens, c'est pas cet excellent monsieur Tucherer. Alors, mon cher, on fait fortune dans le commerce des cerceaux, des cordes à sauter. Ah, Beauchamp! Une dépêche qui vient d'arriver à mon journal via le télégraphe aérien. Venez. Alors tout de suite, je me suis dit, ça, c'est pour monsieur le baron Danglars. Combien voulez-vous cette fois-ci, Beauchamp? C'est-à-dire que depuis peu, je fréquente une danseuse absolument adorable, mais qui est un petit peu, vous voyez. Avec 200 francs, vous avez largement de quoi la nourrir, votre danseuse. Elle est parfaite de partout, sauf peut-être ses dents. Elles sont très longues, ces quenottes. Alors, vous pouvez bien aller jusqu'à 500. 300. Eh ben, à ce tarif-là, la pauvre enfant n'a plus qu'à se résoudre à faire le trottoir. Elles le font toutes, hein. Allez, maintenant, vite, cette dépêche. Le roi Don Carlos, exilé à Bourges, rentre en Espagne. La Catalogne est déjà feu à sang. Des villes comme Barcelone... Se sont aussitôt soulevés et rangés sous la bannière carliste. L'Espagne va s'enfoncer dans le chaos. Je détiens pour 500 000 francs d'emprunt espagnol. Et demain, quand mon journal va publier la nouvelle de la Révolution espagnole, vos coupons vaudront à peine le prix du papier. Sauf qu'avant demain, j'aurai tout vendu. Merci, Beauchamp.
Décidément, mon cher Danglars, en bourse, vous faites la pluie et le beau temps. Dites plutôt que le baron a déchaîné une véritable tempête en vendant la totalité de ce titre espagnol. En tout cas, quelle intuition, car en fin de compte, sauf à savoir lire dans le marc de café, qui pouvait prévoir tout ce remue-ménage en Espagne? D'accord, mais si le roi Don Carlos n'avait allumé qu'un feu de paille, s'il ne réussissait pas à reprendre la couronne d'Espagne à Isabelle II, alors, hein? Ah, les informations dont j'ai eu connaissance, messieurs, ne laissent place à aucun doute. Avant ce soir, Don Carlos aura franchi la Sierra de Guadarrama et fait son entrée triomphale à l'Escurial. Ah, monsieur le comte. Toutes mes félicitations, baron. Vraiment. Bravo. Bravo. J'espère que dans votre précipitation, vous n'avez pas vendu à perte tous vos titres espagnols. Mais si, bien sûr, mon cher comte, mais la perte est minime. Ah bon? Rien à voir avec la cuisante déculottée que vont subir les malheureux qui ont encore des Espagnols dans leur portefeuille. Monsieur le comte, monsieur Danglars, il faut absolument que je vous parle. Beauchamp, mon cher Beauchamp. Alors, votre petite danseuse, content? Il s'agit bien de ma danseuse. La dernière édition du Messager vient de tomber. Ah oui? Avec un démenti. Le roi Don Carlos n'a jamais quitté Bourges. Pas quitté Bourges? Comment ça? Pas quitté Bourges? Mais alors... Alors rien. Don Carlos est à Bourges, Isabelle II à Madrid, et l'Espagne continue à jouer des castagnettes sereines et tranquilles sous son beau soleil. C'est une plaisanterie. Pas plus tard qu'hier, on m'avait montré une dépêche qui est une fausse nouvelle. Non, il semble que l'agent là du télégraphe ait eu une crise de démence. Et voilà, il s'est enfui en laissant son poste vide. Tenez, lisez, allez-y. Quelque chose vous contrarie, baron? Dans une heure, monsieur le comte, les empereurs espagnols auront retrouvé et probablement même doublé leur cote d'hier. Ce qui signifie qu'entre ce que j'ai perdu en les vendant et ce que je vais perdre en manque à gagner du fait de leur remontée, ces maudits espagnols vont me faire plonger d'1 million de francs en mettant les choses au mieux. Lui, c'est ce richissime comte italien. Italien? Non, mais Monte Cristo n'est pas italien, enfin, voyons. Il est originaire de l'île de Mal. Vous êtes certain? Mais moi, on m'a dit que c'était un Turc. Et la femme qui est... Quand je pense que mon père a été invité dans la loge du roi, j'aurais bien aimé y être moi aussi. Pas vous, madame? De grâce, Valentine, je vous ai déjà demandé de ne pas m'appeler madame. Je suis l'épouse de votre père depuis suffisamment longtemps pour que vous et moi... Fassions comme si nous étions les meilleurs amis du monde. Oui, je sais. J'ai aperçu les comtes de Monte Cristo. Il a donc déjà sa loge à l'opéra? Non, et c'est pourquoi je me suis cru obligé, eu égard à ce qu'il a fait pour notre fils, de le prier de bien vouloir partager la nôtre. Les Huguenots. Musique de Monsieur Meyerbeer, livret de Monsieur Scribe. Ah oui, les Huguenots. Ah, je sens que nous allons encore passer une soirée désopilante. N'avez-vous rien un peu croustillant à me raconter, monsieur le procureur? Sire, je suis en charge de votre justice, pas de vos divertissements. Sous le règne de mes prédécesseurs, il me semble qu'on pensait davantage batifoler. Aujourd'hui, la France n'a qu'une obsession, s'enrichir. Je ne gouverne pas les Français, j'élève des veaux gras.
toujours ces mêmes nuques si lourdes, ces mêmes épaules si dotues. Ah, si tout de même une nouveauté. Et qui donc est cet homme dans la loge du comte de Morcerf? Je ne crois pas l'avoir déjà vu. Bien sûr, c'est un étranger qui s'est installé à Paris récemment. Je le présenterai très volontiers à votre majesté. Et je pense préférable d'attendre les conclusions de l'enquête. L'enquête? Oui, aux simples formalités. Nous cherchons à savoir d'où lui vient sa fortune qui semble incommensurable. Et donc... Je ne vois pas, monsieur le procureur, que la possession d'une grande fortune soit incompatible avec la vertu. Qu'est-ce que c'est que cette belle mode qui consiste à jeter la suspicion sur une personne sitôt qu'elle est un peu nantie? Si on va par là, moi aussi j'ai de la fortune. Oui, sire, mais vous êtes le roi. C'est aussi ce qu'on disait à Louis XVI. Laissez donc en paix ce comte de Monte Cristo. D'ailleurs, monsieur de Morcerf l'a invité dans sa loge. Est-ce que cela ne vous suffit pas comme caution morale? Moi, si. Les rois vous connaissent donc? Ne soyez pas jalouse, madame. Vous me connaissez mieux que lui. Moi? Ce n'est que la 3e fois que je vous vois. Trop tard. Le drame commence. Merci, monsieur. Je suis tellement heureuse d'être ici. Et vous me privez d'opéra précisément le soir où l'on annonce que le roi y sera. Oh, ma chère amie, quand on perd 1 million en bourse, c'est comme lorsqu'on perd un proche. Pendant quelque temps, on a la décence de rester chez soi. Vous vous faites plus important que vous n'êtes. Qui se soucie que vous ayez perdu 1 million? De toute façon, je vais me refaire. Avec ceci, Lord Wilmore m'envoie ce courrier pour me proposer d'investir dans les mines d'or de Zacatecas. C'est au Mexique, aux sources du fleuve Aguanaval. Vous le connaissez, ce Lord Wilmore? Non, pas personnellement. Et par sa faute, j'ai perdu 3 fois 1000 francs aux courses, alors il me devait bien une petite compensation. Puis ne vous faites aucun souci, ce Lord Wilmore est l'un des principaux actionnaires de la banque Thomson & French, une maison en qui on peut avoir toute confiance. À l'entracte, lorsque vous m'avez présenté à Sa Majesté, j'ai cru mourir de confusion. Pourquoi, madame? Les rois sont des hommes comme les autres. Vous n'êtes pas un homme comme les autres. Vous fascinez tout le monde, Et vous, comment me regardez-vous? avec une infinie reconnaissance. Mais reprenez déjà ceci. J'étais heureuse et fière de le porter ce soir, mais c'est beaucoup trop beau pour moi. Ce collier est à vous, madame. Si vous ne le voulez pas, vendez-le. Et avec l'argent, faites donc refaire le toit de votre maison. Oh non, je ne veux rien investir dans cette propriété. Au contraire, si je pouvais m'en débarrasser. Je n'ai jamais compris pourquoi mon pauvre mari s'en était entiché au point de s'endetter autant pour l'acheter. En fait, je crois qu'il était fier d'habiter dans une maison qui avait appartenu aux Saint-Méran. Saint-Méran? Les Saint-Méran de Marseille? Vous les connaissez? De nom, de nom. C'est une vieille et grande famille qui a toujours fidèlement servi la couronne de France. Hélène, une des filles Saint-Méran, a été la première femme du procureur Villefort. Vous savez, cet homme au regard si froid qui était ce soir dans la loge du roi. Mais alors, monsieur de Villefort aurait habité ici? Oui, probablement. Mais par intermittence, comme une maison de campagne. Vous ne voulez pas rentrer un instant vous réchauffer avant de reprendre la route pour Paris? Sophie a dû allumer du feu. Il est un peu tôt pour jouer avec le feu, madame. Vous avez raison.
d'autant plus que nous sommes jeudi, que par conséquent, demain nous serons vendredi et que le vendredi est le jour où je me confesse. Votre confession sera plus légère si j'affronte vaillamment le froid de la nuit, sans céder à la tentation d'entrer. Tu t'apprêtais à cambrioler et je t'ai pris sur le fait. Hein, voleur, espèce de crapule. Laisse-moi te regarder en face. Si ça se trouve, tu t'apprêtais même à assassiner quelqu'un. Votre Excellence fait erreur. Je suis pas encore assez bête pour égorger la poule aux œufs d'or. Je venais tout simplement parler affaires. Avec qui? Avec qui? Hein? Avec le joli coco qui habite ici, pardi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Sache que tu t'es trompé d'adresse. C'est que j'ai mon secret. Un de ces beaux secrets qui valent leur pesant d'or. Mais à qui croyais-tu avoir affaire, misérable? Je vais te la faire valser la tête, tu vas voir. Laisse-le tranquille, Bersuccio. Ah, vous voyez? Sois debout, je n'aime pas les hommes à terre. Alors, il paraît que t'as un secret à vendre? Vous seriez acheteur? Présente-toi demain à une adresse que je vais t'indiquer. Raconte ton histoire, je te fais le serment que tu seras payé bien au-delà de tes espérances. Une adresse? Ça serait pas celle de ces messieurs de la sûreté, des fois? C'est celle d'un prêtre. Busoni, l'abbé Busoni. Je le savais qu'on m'envoyait dans un piège. Ayez pitié, monsieur l'abbé. Au nom de Jésus et de sa sainte mère, ne me renvoyez pas au... bagne, c'est ça? Pourtant, la dernière fois que nous nous sommes vus, je vous ai laissé riche d'un diamant d'une valeur de 50 000 francs. Un trésor qui aurait pu vous permettre de mener une existence honnête ou du moins heureuse. Oui, mais c'est ma servante. Tout est de sa faute. Ce diamant, ça l'a rendue folle. Elle a voulu me le reprendre. Hein. Alors moi, à cet instant, comme j'avais un couteau à portée de main... De toute façon, c'est toujours le même cantique. Bassesse, forfaiture, infamie, vous me donnez la nausée, tous, à force de... Allez, Caderousse, qu'on en finisse. Il paraît que t'as des révélations à me faire. C'est pas pour vous, monsieur l'abbé. C'est un secret qui ne vaut que pour faire chanter quelqu'un et... Parle, ou je te livre à la justice des hommes, en attendant celle de Dieu. Je vais être obligé d'accuser un juge. Enfin... un procureur. Villefort. Comment vous le savez? Laisse. Continue. À travers sa belle famille, ce Villefort possédait une maison à Auteuil. Vous pouvez y faire ce qu'on voulait sans être importuné par les curieux. Et qu'est-ce qu'il y faisait, Villefort? Des choses qu'un curé ne fait jamais. L'amour. Avec qui? Hermine Danglars, la femme d'un banquier. Ensemble, ils ont eu un enfant incognito. Comment ça, incognito? Sans que Danglars le sache? Non. Il n'a pas vu sa femme? Quand elle a commencé à être grosse, la Danglars a dit qu'elle partait prendre les os. Quand l'enfant est arrivé, Villefort et la Danglars l'ont cru mort. Inutile de vous dire comme ça les arrangeait bien. Pas de bébé, pas de scandale. Villefort a mis le nouveau-né dans une caisse et à la nuit tombée, il courut enfouir le tout dans le jardin. Ni vu ni connu qui pensait. Malheureusement, cette nuit-là, un rôdeur passait dans les parages. Il a cru qu'on enterrait un trésor. Alors une fois Villefort parti, notre rôdeur... a trouvé le bébé, l'a réchauffé, ranimé, gardé et élevé comme son propre enfant. Et comment sais-tu tout ça, toi, Caderousse? Cet enfant, j'en ai hérité comme compagnon de chaîne au bagne de Toulon. Son père adoptif lui avait raconté le secret de sa naissance. Et Toussaint me l'a raconté à son tour. Ah oui, Toussaint, parce que j'imagine qu'on l'a trouvé le jour de la Toussaint. Mais le bagne, pourquoi? Il s'est retrouvé forçat pour avoir visité quelques belles propriétés où on ne l'avait pas invité. C'est amusant, non, pour un fils de procureur. On s'est évadés ensemble. Combien? C'est que ça vaut de l'or, hein. Villefort et la Danglars seraient prêts à monter jusqu'à... Oui, mais moi, je ne suis qu'un pauvre prêtre. Je n'achète pas ton histoire, je la loue. Comment ça, vous la louez? 500 francs par mois.
Durant ces 6 mois, ni Toussaint ni toi ne racontez rien à personne. Passez ce délai, vous ferez comme bon vous semble. Eh bien, ma chère, vous êtes au courant? J'ai reçu le même carton, voici 1 heure. Madame de la Richardet vous prie de lui faire l'honneur d'assister au déjeuner champêtre qu'elle donnera en sa propriété d'Auteuil. Le... etc., etc. Bah oui. Enfin, remarquez-vous qu'elle vous invite, c'est normal. Hein? Elle est pauvre. Elle a épousé un banquier, elle cherche peut-être des appuis, mais enfin, moi, elle ne me connaît pas. Ah, elle ne connaît personne. Elle a dû composer sa liste au hasard. Ce n'est jamais qu'une petite paysanne que son mari n'a pas eu le temps de dégrossir. Ni d'engrosser, d'ailleurs. Mettez donc la dame de pique sur le roi de cœur, ma chère. Certainement pas. Je ne joue jamais la dame de pique. C'est la carte qui représente la mort. En tout cas, je n'irai pas à cette réception. Retourner là-bas, dans cette maison maudite, c'est au-dessus de mes forces. J'imagine que vous le comprenez. Il faudra pourtant vous y montrer, ma chère Hermine. Jamais. Qui sait si ce n'est pas un piège qu'on nous tend? Comment cette petite la Richardet aurait-elle l'idée de nous tendre un piège? C'est une oie blanche. Déjeuner champêtre, n'est-ce pas charmant? Avec tout un tas de petites gens qu'on ne connaîtra même pas. Cette Camille de la Richardet est une rien du tout. Je me suis renseignée. Son mari n'avait même pas la Légion d'honneur. Mais au contraire, ma chère, nous connaîtrons tout le monde. Ben oui, puisque nous sommes les seuls invités. Qu'entendez-vous par nous, baron? Mais nous, mon cher procureur, ceux de Marseille, notre joyeuse petite bande d'autrefois. Oui. La seule pièce rapportée sera le comte de Monte Cristo. Les tables seront dressées ici sous un vélum. Quelle couleur le vélum? Blanc, évidemment, couleur de l'innocence. Et le menu? Je veux le même buffet, mais exactement le même que celui qui fut dressé à Marseille pour les fiançailles d'Edmond Dantès et Mercedes Igualada. Les mêmes plats, les mêmes vins, les mêmes fleurs. Pour les fleurs, je me rappelle, c'était du mimosa. À quoi jouez-vous? Ils vont vous reconnaître. Comment pourrait-il imaginer que je suis Edmond Dantès? Moi-même, quelquefois, il m'arrive d'en douter. Il me semble que c'était dans un rêve ou dans un livre, bref, dans une autre vie. De toute façon, Bertuccio, il faudra bien que ce jour arrive. Et ce jour, quand ils me reconnaîtront, ce sera plus terrible pour eux que pour moi. Figurez-vous, monsieur, que je viens de penser à une chose tout à fait insensée. Et laquelle, madame? Bien, je ne sais même pas votre prénom. Mon prénom, madame. Mon Dieu, oui, monsieur. Anatole, Charles, Édouard ou Paul, tous les hommes ont un prénom. Mais quel est donc celui du comte de Monte Cristo? Vous ne me l'avez jamais dit. Vraiment? Vraiment, oui. Quel est-il? Eh bien, je pourrais vous dire que je m'appelle Athanase, ou Chrysande, ou soit. La vérité. Il faut croire que je devais avoir des parents bien étourdis. Ils ont oublié de me donner un prénom. Mais c'est affreux. Mais non, madame. C'est au contraire merveilleux. Vous voilà libre de m'appeler comme vous voudrez. Vous voulez dire qu'en somme, je peux vous baptiser? Oui. Et alors, quel prénom m'avez-vous choisi? Devinez. Ça commence par un E. Pourquoi par un E? Pour aller avec ce que vous êtes. E comme étonnant, E comme étrange. E comme extraordinaire, E comme époustouflant, E comme exceptionnel. E comme espoir. Comme Éric, Ernest, Étienne.
Ou Edmond. C'est ce que j'ai choisi. Non, je ne suis pas visible. Eh bien, tu ne dis rien? Ma toilette ne te plaît pas? Tu es éblouissante, ma chère. Un peu trop, peut-être, pour ce déjeuner à la campagne chez cette petite Larry Chardet. Cette petite? La trouves-tu donc si charmante pour l'appeler familièrement cette petite? Enfin, Mercedes, quelle mouche te pique. Je disais cette petite uniquement pour souligner son insignifiance. L'autre soir, il paraît pourtant que Madame de la Richardet portait une toilette ravissante. Moi, évidemment, je ne l'ai pas vue, mais la Gazette des Dames et des Demoiselles en a publié les dessins et je... Elle portait, oui, comme un porte-manteau. Si l'idée de ce dîner te déplaît, n'y allons pas. J'enverrai un laquais avec un Bristol pour présenter nos regrets. Si, nous irons. La présence du comte de Monte Cristo fera passer la pilule. Il nous amusera certainement. Il est toujours tellement original. Mazette, le grand cordon de l'ordre de Saint-Louis, mais vous ne m'aviez pas dit Que Sa Majesté me l'avait remis il y a 2 jours, c'est que je n'attache pas beaucoup d'importance à ces choses-là. Eh ben moi aussi, je suis rudement fier de vous. Ça t'épate, hein? Dis à ta mère de se dépêcher, j'ai fait atteler, la calèche nous attend. Vous êtes resplendissante, maman. La vie n'est-elle pas magnifique? Ce n'est vraiment pas le jour de me faire une scène. Mais je ne te fais pas une scène, Hermine. Mais si tu veux jouer en bourse, puise dans ta cassette personnelle, pas dans la caisse commune. Sais-tu combien elles viennent de me coûter, tes spéculations sur les actions de Trieste? Parce que tu ne spécules pas, toi, peut-être. Sans doute. Mais moi, ma chère, je n'improvise pas. J'ai le plus habile, le mieux informé de tous les conseillers. Grâce au comte de Monte Cristo, je suis le seul banquier français à avoir investi dans les mines d'or de Zacatecas. Jusqu'à présent, ce n'est pas vraiment un filon. Voilà bien les femmes toujours impatientes. Mais laisse-leur le temps de creuser un peu plus profond à Zacatecas et tu verras ce que tu verras. D'ailleurs, Zacatecas n'est qu'un hors-d'œuvre. Monte Cristo m'a convaincu d'engager 1 million sur les pêcheries d'esturgeons de Saint-Pétersbourg. La Russie sera notre plat de résistance. Et je te garantis qu'on va se régaler. Ils arrivent! Oh mon Dieu, je suis émue. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi. Si mon mari me voyait, moi, sa pauvre Camille, recevant chez moi toutes ces personnes importantes. D'ailleurs, je vois bien que vous aussi, vous avez ce visage grave que parfois... Moi, un visage grave? Mais pourquoi serais-je grave? C'est si gai, madame, à déjeuner à la campagne. Tenez. Venez. Venez voir comme nous allons bien nous amuser. Admirez, monsieur le procureur, admirez cette apparence de petite saucisse qui pourtant n'en est pas, car il s'agit de poutargue, c'est-à-dire des œufs de poisson pressés, salés et épicés que l'on dégustera avec un filet d'huile d'olive, le tout saupoudré de poivre tartiné sur un petit morceau de pain grillé. C'est un délice. Ah, madame la comtesse, regardez ce trésor juste à côté pour un palais délicat. Vous avez là du catigo d'anguille, avec céleri, tomates fraîches et écorce d'orange amère. Ah, mais je vois que monsieur le baron regarde avec curiosité notre assortiment de pageaux, de sardines et de rouget en escabèche. Goûtez, monsieur le baron, goûtez, je vous en prie, vous ne le regretterez pas. Quelle idée singulière, madame, que ce menu marseillais. C'est une idée du comte de Monte Cristo. Vous n'aimez pas? J'ai cherché quelque chose de plus original que le sempiternel pâté en croûte et le saumon à la ravigote. J'ai pensé que c'était par nostalgie. Nostalgie? Mais quelle nostalgie?
Pour éprouver de la nostalgie, il faudrait que j'aie connu Marseille. Et ce n'est pas le cas? Je connais de Marseille ce qu'en sait tout voyageur qui s'y arrête quelques heures avant de s'embarquer pour l'Orient. Venez donc admirer ma pièce d'eau, Madame la Comtesse. Monsieur de Monte Cristo m'a offert des nymphéas tout à fait étonnants. Ils viennent du Japon, plus précisément des jardins impériaux de Kyoto. Non, merci, madame. Je ne m'approche jamais des pièces d'eau. Je crains les moustiques. Mais je vous en prie, n'allez pas à cause de moi priver vos autres invités de cette vision féerique. Votre enfance a dû être un calvaire. Pourquoi? Les moustiques. Ils sont particulièrement féroces dans le midi, à ce qui paraît. Est-ce à cause d'eux que vous avez quitté Marseille? J'ai quitté Marseille pour suivre mon mari. J'imagine que Madame de la Richardet en ferait autant. Là où vous irez, il ira aussi. Ah non, monsieur, ne vous défendez pas. L'autre soir, à l'opéra, nous avons tous compris ce que vous éprouviez pour elle. Et moi, je vous approuve. Vous ne pouviez pas trouver une jeune femme plus délicieuse. Comme quoi, vous avez bien fait d'attendre pour aimer. D'ailleurs, à 20 ans, on ne fait que de bêtises. Buvons-nous à votre bonheur. Merci, non, madame. Vous ne voulez pas de bonheur? Aussi, j'y ai droit comme tout le monde. Peut-être même davantage. Alors, c'est le vin que vous repoussez. Si je désire quelque chose, je me servirai moi-même. Vous avez vécu en Orient. La coutume là-bas ne veut-elle pas que ceux qui ont partagé la même nourriture soient amis pour toujours? En repoussant le vin que je vous offre, essayez-vous de me faire comprendre que vous repoussez aussi mon amitié? Pourquoi donc, madame? Y aurait-il une raison à cela? C'est grâce à la générosité de Monsieur de Monte Cristo que j'ai pu rendre un peu de gaieté à cette pauvre demeure qui était devenue bien lugubre. Les peintures, les tentures, les meubles, tout a été changé. Sauf la chambre. Pardon, monsieur, vous n'allez pas montrer à nos amis. Si bien au contraire, je suis sûr que cela va les passionner. Tenez, suivez-moi. Cette pièce est imprégnée de quelque chose de terrible. J'ai réussi à dissuader Camille de la toucher. N'est-ce pas? À quoi bon tenter de dissimuler le passé sous des barbouillages? Il réapparaît toujours, surtout s'il a été marqué par l'horreur. Je crois que je vais vous laisser continuer la visite sans moi. Vous ne vous sentez pas bien, madame? La chaleur, je suppose. Je vais aller prendre un peu l'air dans le jardin. Je suis sûre que ça va mieux. Permettez, j'accompagne madame dans le lard. Ah, mon cher Villefort, votre devoir de procureur passe avant la galanterie. Soyez sans crainte, ma femme saura retrouver le jardin toute seule. Hein? Mais vous, s'il y a eu crime, vous devez venir voir. Et les mots sont impuissants à décrire la scène. Sur ce lit, où elle s'est si souvent livrée aux caprices de son amant, imaginez une femme pantelante. Les cheveux empoissés par la sueur. Les traits défigurés par les douleurs de la mise au monde. Près d'elle, sur les draps, un bébé. Qui ne bouge pas. Qui ne crie pas. Vous voulez dire que le bébé était mort? Comment savoir? Aucun médecin n'a été appelé. Pas même une sage-femme. L'accouchement a eu lieu dans la clandestinité la plus totale. En tout cas, le père va opter pour l'hypothèse qui arrange tout. Car si l'enfant est mort en naissant, le scandale a toutes les chances d'être étouffé. Il s'empare du bébé inerte. Il cherche autour de lui quelque chose qui puisse tenir lieu de cercueil. Il avise une petite malle de voyage. Il couche l'enfant. Il referme le couvercle. Il ne reste plus à ce père dénaturé qu'à descendre dans le jardin. Il a plu toute la nuit, la terre est meuble. La tombe sera facile à creuser. Que dites-vous de tout ça, Villefort? Qu'est-ce que j'en dis? Monsieur le procureur est horrifié. Bouleversé, on le comprend. Un monstre pareil ne mérite-t-il pas d'être traîné devant les tribunaux et sévèrement condamné? De la part d'un être frustré et brutal, on pourrait peut-être comprendre de tels agissements. Mais monsieur de Monte Cristo nous affirme qu'il s'agit d'un notable.
Ce qui rend les choses plus difficiles à pardonner. Bien, mes amis, j'en demande pardon au comte de Monte Cristo, mais je ne crois pas un mot de cette fable qui vient, avec talent, j'en conviens, de nous être racontée. Monsieur, comme je serais soulagée que vous ayez raison. Mais madame, c'est une évidence. Toutes ces vieilles maisons, leurs légendes, leur folklore, inventées par des domestiques licenciés pour ivrognerie, qui se vengent de leur ancien maître en colportant sur eux des calomnies à dormir debout. Détrompez-vous, monsieur le procureur, cette histoire est vraie. Je peux vous le prouver. Alors ça, je vous en défie bien. Ma chère, c'est sûr que tu as manqué quelque chose. Le comte nous a raconté une histoire à frémir d'horreur. Viens. Mais si, viens, que t'entendes la fin au moins. Viens, toi sur la tête. J'ai fait creuser tout le jardin jusqu'à cet endroit précis où là, enfin... Vous n'aviez pas le droit d'agir ainsi. C'est une violation de sépulture. Non, monsieur le procureur, je n'ai rien violé du tout car nous n'avons pas retrouvé le squelette de l'enfant. Mais c'est parce que je disais, tout ceci n'est qu'une fable. Pourtant, voyez plutôt. Qui joue au fossoyeur, à présent, où sommes-nous? Au théâtre? C'est-à-dire, monsieur le procureur, que j'ai cru bien faire en remettant en place ce que nous avions déterré. Je sais que la justice n'aime pas qu'on détruise ou qu'on brûle des pièces à conviction. Elle est vide. Vide, en effet, vide aujourd'hui. Mais était-elle vide la nuit où on l'a enfouie? Mais sûrement pas. Ce serait une idée rudement saugrenue d'enterrer une malle vide. Je pense comme vous, baron, je crois, moi, qu'il y avait effectivement un enfant dans la malle. Vous le croyez, mais pouvez-vous le prouver? Moi, non. Mais vous? Moi, pourquoi moi? Parce que c'est votre métier de prouver, même si vous n'avez rien ou pas grand-chose qui vous le permette. En tout cas, si l'enfant n'était pas mort... Ça veut dire qu'il a été enterré vivant. Et qu'il peut être vivant. Aujourd'hui encore. À côté d'un couple aussi diabolique, cette Gervaise Rebuffet dont vous venez d'obtenir la tête passe pour un ange. Il ne vous reste plus qu'à diligenter une enquête pour retrouver et punir les monstres qui ont commis cet acte inqualifiable. Prenez garde, madame, c'est de la ciguë. Je sais, oui. Ces plantes-là sont vénéneuses. Jetez-les. Et lavez-vous soigneusement les mains. Ne vous inquiétez pas, monsieur le comte, j'ai l'habitude. Les poisons, vous savez, c'est comme tous la s'apprivoise. Tenez la ciguë, par exemple. Mélangée à de l'argile et du vinaigre, elle est souveraine pour assouplir et embellir la chevelure. Et additionnée de l'esprit de sel, elle rend tout leur éclat aux couverts en argent que le temps a terni. Je vois que vous vous y entendez. Mon mari a souvent eu à requérir contre des empoisonneurs. C'est passionnant ce que l'on apprend en consultant les dossiers d'un procès. Et ça? Vous connaissez ça? Digitalis purpurea. Ces feuilles renferment un alcaloïde, la digitaline, qui ralentit les battements du cœur et qui peut provoquer des intoxications mortelles. À un certain dosage, bien sûr. Pour être efficaces, elles doivent être récoltées sur des plantes en 2e année de croissance.
Les fleurs et la mort ont toujours fait bon ménage. Ne dit-on pas que le mot jardin vient d'un terme ancien qui signifiait paradis, c'est-à-dire au-delà. La vérité, c'est que j'ai atrocement peur de la mort. Alors pourquoi jouez-vous avec? Mais justement, monsieur le comte, ce n'est pas un jeu, c'est un traitement. Une thérapeutique contre l'angoisse. Disons que cela me rassure de mettre la mort en bocal, d'en faire des poudres, des pommades. J'ai l'impression de la dominer, de la tenir à mon service. Sauf que la mort, madame, ça ne se met pas en cage comme un lion. Êtes-vous toujours sûre de pouvoir la maîtriser? Absolument. D'ailleurs, je vérifie de temps en temps qu'elle m'obéit bien. J'expérimente sur des limaces, des chenilles, des chats errants, des pigeons. Grâce à quoi nous avons le jardin le mieux nettoyé et le plus propre de tout Paris. De grâce, ma chère enfant, cessez de vous trémousser comme une petite fille excitée. Songez qu'avant l'automne, vous serez peut-être déjà mariée. J'ai reçu ce matin une lettre de Madame de Seméran. Malgré son âge avancé, ta grand-mère a décidé de venir de Marseille pour assister à ton mariage. Je serais bien heureuse de revoir ma grand-mère. Mais ce mariage ne se fera peut-être pas. Non, rassure-toi, plus rien ne s'y oppose. Franz Épinay et moi, nous sommes enfin tombés d'accord sur tout. Il a longtemps chipoté sur le montant de ta dot, mais je lui ai fait valoir qu'il entrait dans la famille la plus intègre qui se puisse trouver. Et de nos jours, l'honnêteté est un bien plus précieux qu'une grande fortune. Vous êtes bien comme moi. Les mariages m'ont toujours fait pleurer davantage que les enterrements. On ne me dérange sous aucun prétexte. Toute la nuit, je n'ai fait qu'y penser. Son petit visage tout bleui. Sa maigre poitrine qui ne se soulevait même pas. Mon Dieu, il n'était donc pas mort. Bah, faut croire que non. Comment l'expliquez-vous? Mais ce que je sais, moi, je suis pas médecin. Je suppose qu'il était dans cet état qu'on appelle léthargie profonde. Une sorte de sommeil où les fonctions vitales sont comme suspendues. Quelqu'un vous ayant surpris en train d'enfuir la malle se serait donc précipité pour la déterrer? Et vous n'avez rien vu? Voir quoi? Après cet horrible travail, je suis tout de suite remonté auprès de vous. Vous étiez tellement bouleversé. Un inconnu a pris notre enfant, l'a ranimé, serré contre lui, et puis l'a emporté, c'est bien ça? Oui, c'est probablement ce qui s'est passé, oui. Et maintenant, qu'allez-vous faire? À quel propos? Comment, à quel propos? Mais c'est mon enfant, c'est mon fils. Vous devez le retrouver. Alors voyons, s'il était encore en vie, il aurait à peu près 20 ans. C'est avec ce seul indice que vous me demandez de le retrouver, de lui mettre la main dessus. Ah, pauvre Hermine, la France pullule de jeunes gens de 20 ans. Je veux bien imaginer qu'un miracle nous permette de le retrouver. Quelle serait son attitude, à votre avis? La joie de connaître enfin ses vrais parents. Vous êtes l'épouse d'un homme riche. Je suis moi-même pas tout à fait démuni. Alors je gage que l'intérêt chez cet excellent garçon l'emporterait vite sur la joie des retrouvailles. Il nous demanderait des comptes. Êtes-vous disposé à aller trouver le baron Danglars et lui avouer que vous avez donné à un autre ce fils qu'il n'a cessé de vous réclamer durant toute sa vie? Êtes-vous prête à dire à votre mari, mon ami, donne 2 ou 3 millions à ce cher petit qui n'est pas de toi? Faute de quoi il ira crier partout que je t'ai fait cocu. Mais pour qui prenez-vous les hommes? Et pour ce qu'ils sont, ma chère. Des tiroirs-caisses. Non, croyez-moi, Hermine. De la même façon que nous avons réussi à nous oublier l'un l'autre, oubliez aussi cette histoire. Mais si la tentation vous prend d'entrer dans une église, ne priez surtout pas pour voir apparaître un revenant. C'est à une mère que vous dites ça? N'exagérons rien, ma chère. Vous avez été mère comme j'ai été père. Par accident. Quand vous êtes devenu indifférent envers moi. Pourquoi êtes-vous comme ça?
C'est parce que mon imbécile de mari se trouve dans une situation, disons, délicate. Vous avez honte d'avoir de l'amitié pour la femme du baron Danglars? Situation délicate est un euphémisme, ma chère. Votre mari est au bord de la banqueroute. Souhaitons d'ailleurs qu'elle ne soit pas frauduleuse. Mais ce serait infiniment désagréable d'avoir un jour à requérir contre lui. Allons. Adieu. Songez à votre couple. Quel couple? Il a été détruit par votre insistance d'abord à faire de moi votre maîtresse. Et puis hier, le coup de grâce, quand on a exhumé cette terrible petite malle, toute croûteuse de terre. Il ne me restait plus rien. Mais si, ma chère. Beaucoup d'argent. Enfin, pour le moment. À nos âges, c'est ce qui compte.